c'est bien, bravo, à tout à l'heure. Je comprends pas, il a mal un peu. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin, malgré les conditions sanitaires actuelles, autour du monument aux morts du 2e régiment de hussards, en souvenir de l'armistice du 11 novembre 1918 et en hommage à tous les soldats qui se sont battus pour la France sur le sol national et les théâtres d'opérations extérieures, au nom de valeurs auxquelles nous restons toujours attachés. Au vu des récents événements en France, que dire à un jeune de 20 ans par Élie de Saint-Marc sera lu, puis nous écouterons la lecture du message de M. Henri Haas et la lecture de 2 lettres de Poilu, suivie de la lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Madame la proviseure prendra ensuite la parole. Des gerbes de fleurs seront déposées au pied du monument. Après la sonnerie aux morts, nous observerons une minute de silence, à la suite de laquelle l'hymne national sera chanté. Garde à vous! Quand on a connu tout, et le contraire de tout, quand on a beaucoup vécu, et qu'on est au soir de sa vie, que dire à un jeune de 20 ans? On est tenté de ne rien lui dire. Sachant qu'à chaque génération suffit sa peine, sachant aussi que la recherche, le doute, les remises en cause font partie de la noblesse de l'existence. Pourtant, je ne veux pas me dérober. Et à ce jeune interlocuteur, en me souvenant de ce qu'écrivait un auteur contemporain, je répondrai ceci. Il ne faut pas s'installer dans la vérité et vouloir l'asséner comme une certitude, mais savoir l'offrir en tremblant, comme un mystère. À mon jeune interlocuteur, je dirais donc que nous vivons une période difficile, où les bases de ce qu'on appelait la morale, et qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, sont remises constamment en cause, en particulier dans les domaines de la vie, du don de la vie, de la manipulation de la vie, de l'interruption de la vie. Dans ces domaines, de terribles questions nous attendent dans les décennies à venir. Oui, nous vivons une période difficile, où l'individualisme systématique, le profit à n'importe quel prix, le matérialisme l'emporte sur les forces de l'esprit. Oui, nous vivons une période difficile, où il est toujours question de droit et jamais de devoir, et où la responsabilité, qui est l'once de tout destin, tend à être occultée. Mais, malgré tout cela, je dirais à mon jeune interlocuteur qu'il faut croire à la grandeur de l'aventure humaine. Il faut savoir, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, rouler son propre rocher. La vie est un combat. Le métier d'homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Il faut savoir que rien n'est sûr, que rien n'est facile, que rien n'est donné, que rien n'est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je dirais à mon jeune interlocuteur que pour ma très modeste part, je crois que la vie est un don de Dieu et qu'il faut savoir découvrir, au-delà de ce qui apparaît comme l'absurdité du monde, une signification à notre existence. Je dirais qu'il faut savoir trouver, à travers les difficultés et les épreuves, cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à travers le monde, qu'il faut savoir découvrir ces étoiles, qui nous guident, où nous sommes plongés au plus profond de la nuit, et le tremblement sacré des choses invisibles. Je lui dirais que tout homme est une exception, qu'il a sa propre dignité, et qu'il faut savoir respecter cette dignité. Je lui dirais aussi qu'envers et contre tous, il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirais que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas, et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. Henri Haas, assesseur à la 47e section des médaillés militaires de Fontainebleau. Bonjour à toutes et à tous. Déjà 11 ans que nous commémorons ensemble cette cérémonie du 11 novembre. Cette année 2020, anniversaire, 102 ans de la signature de l'armistice, date clé de tous les conflits, les guerres,
les OPEX, opérations extérieures, les victimes d'attentats, sans oublier les 20 militaires morts pour la France et les adhérents de nos sections. Cette année 50, la disparition du général de Gaulle, 9 novembre 1970, on en parle. Cette année, 10 ans la disparition du général Bigard, 18 juin 2010, zappé par les médias. Comme tous les ans, recueillement à cette stèle où 2 valeureux hussards tués en OPEX figurent. Stèle restée sur le site de la caserne d'Elâtre de Tassigny, quand le régiment a rejoint en 2009 le quartier Étienne d'Oberhofen, à Guenot en Alsace. Dure séparation après 30 années d'amitié réciproque, amitié retrouvée depuis avec cet internat d'excellence, ses proviseurs successifs et professeurs, pour perdurer ce devoir de citoyenneté avec les élèves. Continue de porter avec vous, Madame la proviseure, malgré les restrictions sanitaires, le flambeau de l'amitié. Cette flamme citoyenne ne doit pas s'éteindre. Merci de votre engagement personnel dans vos nouvelles fonctions, ainsi que vos rapports avec nos associations patriotiques d'anciens combattants. J'espère que nous continuerons encore cette route, ensemble, tant que nous serons valides. Nous prenons de l'âge et bientôt en voie d'extinction, il faut la relève. Je demande si possible qu'après la cérémonie, une photo de groupe soit prise pour le souvenir, en respectant bien sûr les distanciations. Elle sera immortalisée par mon ami de la Royal Reporter Photographe Indépendant, M. Alain Métayer, qui s'est déplacé spécialement malgré son emploi du temps chargé. Soyons vigilants pour convaincre cet ennemi invisible. Ne tombons pas dans une psychose engendrée par cette pandémie. D'autres existent et l'on n'en fait pas cas. Je ne tiens pas à polémiquer sur le sujet. Prenez soin de vous. À très bientôt. Un vétéran d'Indochine qui vous remercie de votre attention. Michel-Henri Haas. Le fils d'un homme d'affaires établi en région parisienne. Sa famille d'origine juive et alsacienne était établie à Neuilly depuis plusieurs générations. Il avait quitté le lycée Pasteur le jour de ses 17 ans pour s'engager en 1915. Il avait l'habitude d'écrire souvent à ses parents et à sa sœur, Hélène. Élève dans une France encore divisée par l'affaire Dreyfus, Henri pensait qu'il avait une dette de bon français envers le pays qu'il aimait. Il n'a donc cessé d'intervenir pour être toujours plus exposé. Il a été tué à la tête de sa section le 10 septembre 1918, à l'âge de 20 ans. Le 6 septembre 1917, mon général, je me suis permis de demander à passer dans l'infanterie pour des motifs d'ordre personnel. Mon cas est en effet assez différent de celui de la plupart des combattants. Je fais partie d'une famille israélite naturalisée français il y a un siècle à peine. Mes aïeux, en acceptant l'hospitalité de la France, ont contracté envers elle une dette sévère. J'ai donc un double devoir à accomplir, celui de Français d'abord, celui de nouveau Français ensuite. C'est pourquoi je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Lorsque je me suis engagé à 17 ans, j'ai demandé à être artilleur sur la prière de mes parents et les conseils de mes amis qui servaient dans l'artillerie. Les appelés de la classe 1918 seront sans doute envoyés prochainement aux tranchées. Je désire les y devancer. Je veux, après la guerre, si mon étoile me préserve, avoir la satisfaction d'avoir fait mon devoir et le maximum de mon devoir. Et de tout mon bien à servir la France le plus vaillamment possible. Veuillez agréer, mon général, l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement. Henri Lange. 1916. Lettre à mon fils qui vient d'avoir 9 ans. Mon cher petit, tu viens d'avoir 9 ans, et cet âge charmant, le voici devenu le plus émouvant des âges. Trop jeune encore pour participer à la guerre, tu es assez grand pour avoir l'esprit marqué de ces souvenirs, assez raisonnable pour comprendre que c'est toi, c'est vous les enfants de 9 ans, qui aurez plus tard à en mesurer les conséquences et en appliquer les leçons. Quelle belle vie, harmonieuse et pleine, nous vous aurons préparée là, si vous savez en effet, si vous voulez vous souvenir et comprendre. C'est pour que tu te souviennes, mon petit, que j'accepte volontiers les angoisses de l'heure, tous les risques et la séparation plus cruelle que tout, qui bouleverse le cher foyer où nous vivions avec ta mère, où nous t'avons tant choyé. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait
après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leurs sacrifices, la réelle dimension de ces souvenirs, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre 1918 est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. C'était il y a un peu plus d'un siècle. Des cloches qui, de village en village, sonnent à toute volée. Des hommes, des femmes et des enfants qui s'embrassent et s'étreignent, qui se touchent et s'enlacent comme pour vérifier qu'ils sont bien vivants, que ce n'est pas un rêve, que le cauchemar vient de prendre fin. C'était le 11 novembre 1918 et la Grande Guerre, la terrible guerre venait de prendre fin. 1561 jours après avoir commencé. Il était 11 heures du matin. Un grand soleil régnait dans un grand ciel bleu. C'était il y a un peu plus de 100 ans, c'était hier. En ce jour où nous commémorons le centenaire de l'armistice du 11 novembre, arrêtons-nous un instant pour réfléchir ensemble au sens que revêt encore la Grande Guerre dans nos mémoires pour les temps présents. La Première Guerre mondiale, c'est tout d'abord une tragédie humaine sans précédent. Pour l'ensemble des belligérants, on dénombre 10 millions de morts, 6 millions de blessés et de mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins. La guerre n'épargna pas même les survivants, qui, lorsqu'ils n'étaient pas rentrés défigurés, restèrent hantés par l'horreur et la violence des combats, par la puanteur des tranchées, par les cris des camarades tombés lors de l'assaut et qui agonisent dans le no man's land. Ces souffrances n'avaient ni frontières ni nationalité. Elles ont recouvert d'un même linceul allemands et français, jeunes hommes à peine sortis de l'enfance, nés à Provins, en Seine-et-Marne ou à Jüterborg en Allemagne, mais aussi à Dakar et à Bamako. Pour notre pays, on dénombre 1,4 million de morts, plus de 700 000 invalides et mutilés de guerre et 3 millions de blessés. Pour prendre toute la mesure de ce bilan humain catastrophique, il faut se rappeler que la population française ne comptait alors que 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, par notre présence et par la pensée, nous nous recueillons dans le souvenir des souffrances subies par ces soldats qui donnèrent leur vie pour la France. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi l'occasion de rendre hommage au courage et à l'engagement de ces hommes. On ne peut pas comprendre la portée mémorielle de la Première Guerre mondiale pour notre pays si l'on oublie qu'il s'agissait d'une guerre défensive conduite sur le sol de France par une armée de citoyens. Cette armée des tranchées n'était pas une armée de métier, c'était l'armée du peuple, c'était une armée républicaine qui a transcendé les barrières de classe, où le bourgeois comme le paysan étaient animés du même désir de défendre la patrie. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident, ni le sang versé par les soldats des nations alliées. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême.
Tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, sont désormais honorés le 11 novembre. Ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont péri au cours d'opérations extérieures OPEX. Je vais citer les noms de tous les morts à l'extérieur durant l'année 2020.